Nous sommes en guerre contre une organisation qui, en cet instant, tuerait le plus grand nombre possible d'Américains si nous la laissions faire. Les drones sont d'une efficacité redoutable. Ils ont permis d'affaiblir Al-Qaïda. Ils sont bon marché et évitent de déployer des troupes au sol. Si on peut s'emparer d'un chef d'Al-Qaïda, le jeu n'en vaut-il pas la chandelle? Seeing this? Check this out, man. We got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mortar tubes. Oh, looks like we found our rocket man. I just shot one northwest. CMC, we have 3, 2, 1, boom. Oh. Au début, je ne réalisais pas vraiment ce que cela signifiait, tuer des gens. C'était horrible. Parfois, on n'arrête pas de se refaire le film dans sa tête. En fin de compte, on ne peut qu'imaginer qui étaient ces gens. Les drones ressemblent à des oiseaux. Ils sont là 24 heures sur 24. Il y en a toujours au moins 2, parfois 3 ou 4. Quand on entend le bruit des drones, on a peur. On ne peut plus travailler, aller à l'école ou jouer. Il n'y a que quand le temps est couvert qu'on n'entend pas les drones. Bonjour, je me présente, Clive Stafford Smith. Quand les drones vous survolent au Waziristan, je sais que vous pensez parfois qu'il n'y a personne pour vous soutenir. Mais je suis ici pour vous dire qu'il y a des gens à vos côtés. Il y a des gens honorables en Grande-Bretagne et en Amérique. Alors pourquoi ne sont-ils pas encore intervenus? Nous avons besoin de votre aide. En vérité, la plupart des Britanniques et des Américains n'ont aucune idée de l'endroit où se situe le Waziristan. Et ils ignorent ce qui se passe ici. Il nous faut des photos des victimes et des éclats de missiles lancés par les drones. Si nous disposons des éclats de missiles qui a tué votre enfant, alors nous pourrons poursuivre les coupables dans tous les pays du monde. La Fondation pour la protection des droits fondamentaux a saisi la justice, notamment pour une requête visant à autoriser l'armée de l'air pakistanaise à abattre les drones américains. Si un drone américain survolait mon village en Grande-Bretagne et menaçait mon enfant, les forces aériennes l'abattraient en moins de 2. J'ai participé aux opérations contre les drones, après avoir représenté des détenus à Guantanamo. Quand Barack Obama est arrivé au pouvoir, il a dit « Nous allons fermer Guantanamo ». Là-bas, on tuait les prisonniers au lieu de les placer en détention. J'ai réalisé qu'il fallait lutter contre cette situation. Un grand nombre de civils innocents sont tués. Cet état de fait doit être dénoncé. Si les États-Unis n'ont pas l'obligation de répondre de leurs actes, alors ce n'est pas une guerre contre la terreur qu'ils mènent, mais une guerre de terreur.
Notre guerre contre la terreur commence avec Al-Qaïda, mais elle ne s'arrête pas là. Elle ne s'achèvera pas avant que tous les groupes terroristes de portée mondiale n'aient été trouvés, arrêtés et vaincus. Au cours des 2 premières semaines qui ont suivi les attentats du 11 septembre, le président Bush a donné par écrit un ordre secret permettant à la CIA d'agir dans le monde entier pour capturer ou tuer des agents d'Al-Qaïda ou des membres affiliés à Al-Qaïda. Ces 12 ou 13 dernières années, on a assisté à l'effondrement progressif des barrières délimitant les zones où les États-Unis pouvaient faire la guerre. Désormais, ils mènent des guerres clandestines, notamment au Pakistan et au Yémen, loin des zones de guerre déclarées, en s'appuyant sur des ordonnances classées secrets. Pour un président américain, il n'a jamais été aussi facile d'organiser des opérations militaires létales à l'autre bout de la planète. À partir du moment où on définit le monde comme un champ de bataille, on peut y mener toutes sortes d'opérations. Les drones de combat sont les armes par excellence de la guerre contre le terrorisme. La CIA a mis au point des drones en secret. Il s'agit d'un système d'armes téléguidées qui sont souvent utilisées dans les régions les plus reculées du monde. Ils sont contrôlés par satellite et pilotés par des opérateurs basés notamment au Nevada. Les faiseurs d'opinion, tout comme les hommes politiques, ne sont pas autorisés à entrer dans le poste de pilotage pour assister aux opérations en temps réel. Ces armes tout à fait inédites occupent aujourd'hui une place prépondérante dans ce qu'on peut qualifier d'homicide. Les drones ont tout changé. Nos efforts nous ont assuré une plus grande sécurité. Des dizaines de chefs d'Al-Qaïda hautement qualifiés, des fabricants de bombes et des agents ont été éliminés du champ de bataille. En bref, ces frappes ont sauvé des vies. Un drone permet de minimiser les dommages collatéraux, car on a le temps d'analyser la situation, de bien isoler la cible et d'identifier les personnes à abattre. C'est inédit dans l'histoire des conflits armés. Les anciens systèmes ne permettaient pas ça. Les drones ont été efficaces pour abattre les hauts dirigeants d'Al-Qaïda. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il n'y ait pas un prix à payer pour ce résultat. Aujourd'hui, on se pose une grande question. Ce prix à payer n'est-il pas supérieur aux bénéfices ? Aucun pilote avant moi n'a raconté publiquement les missions auxquelles il a participé, ni ce qui se passe en interne. On est traités comme des moins que rien. Il y a une sale mentalité dans ce milieu. Ça me rend dingue. En ce moment, la communauté des pilotes de drones me dénigre. Ils me pourrissent pour faire peur aux autres, pour leur couper l'envie d'aller raconter leur expérience. D'anciens amis m'ont menacé de me tuer, ou m'ont dit qu'ils espéraient que je serais jugé pour trahison et condamné à la peine de mort. Je n'ai pas l'intention de devenir un héros. Je veux simplement révéler un autre aspect de la guerre que personne n'a vraiment envie d'entendre. Cet homme a tué plus de 1500 ennemis pendant la guerre sans jamais poser le pied sur le champ de bataille. Aujourd'hui, Brandon Bryant nous révèle la face cachée de cet univers en nous donnant un aperçu du bunker où il a passé les dernières années. Quel effet cela fait-il d'être dans un bunker face à un écran et de tuer un homme situé aux antipodes en appuyant sur quelques boutons? Qu'avez-vous ressenti en voyant cette feuille où il était écrit que vous aviez tué 1626 personnes? Combien pensez-vous qu'il y avait d'innocents?
Par la suite, vous avez écrit que vous pensez aussi avoir tué un enfant. Les États-Unis et le Pakistan sont-ils en guerre? Non. Les États-Unis bombardent-ils le Pakistan semaine après semaine? Oui. Le Waziristan est la région la plus surveillée et la plus bombardée par la CIA. Depuis longtemps, les tribus, les militants et les criminels se cachent au Waziristan car c'est une zone montagneuse difficile d'accès. C'est avant tout un territoire fermé, car le Pakistan essaie de contenir la violence et le danger à l'intérieur de ses frontières. Mais là-bas, la plupart des gens sont des civils. Ce ne sont pas des militants. Avec de la persévérance, nous pourrons entendre les voix des citoyens du Waziristan. Souvent, ils nous donnent des informations très différentes de ce que les gouvernements américains et pakistanais ou les talibans veulent nous faire croire. La première frappe connue de drones de la CIA au Pakistan a eu lieu en 2004. Depuis, le rythme s'est accéléré. Les frappes sont déclenchées maintenant tous les 2 ou 3 jours. Un véritable programme d'homicide à l'échelle industrielle. On parle aujourd'hui de milliers de personnes tuées par des tirs de drones au cours d'opérations secrètes menées par les États-Unis. Ces personnes n'ont pas été arrêtées ni jugées. Elles ont tout bonnement été assassinées. Il est à mon avis nécessaire de comprendre qui sont ces victimes. Ce sont des personnes réelles, qui vivent dans des villages réels, dans un pays réel. Ce n'est pas une guerre de jeux vidéo. Il s'agit de vie et de mort en direct. C'est un crime. Le droit humanitaire n'autorise pas l'élimination pure et simple des suspects et de leurs familles. Or, c'est précisément ce qui se passe. Et comme là-bas, chaque homme possède une arme. Ils peuvent tous passer pour des militants. Personne ne sait vraiment ce qui se passe au Pakistan. En tout cas, pas les Occidentaux. Les habitants des régions tribales, eux, sont au courant. Malheureusement, ils n'ont pas voix au chapitre. Au cours d'une réunion avec ses habitants, on a appris une information choquante. Lorsque des villageois se sont mobilisés pour s'occuper de blessés, une nouvelle attaque de drones a eu lieu. Le raisonnement des pilotes de drones était simple. Ceux qui venaient au secours des blessés étaient forcément des militants. Après, on a entendu crier les blessés pendant des heures, car plus personne ne leur est venu en aide. Le peuple pakistanais paye un lourd tribut, car cette guerre contre le terrorisme conduit à une explosion de fanatisme. Le gouvernement pakistanais est complice de ce crime. Il est inféodé aux intérêts américains au lieu de servir son propre peuple. Dans tout le Waziristan, des mères et des sœurs ont été tuées de sang-froid. Depuis le début des attaques de drones, des milliers d'enfants sont devenus malades psychiquement. Les frappes de drones ont de graves conséquences sur la vie quotidienne, particulièrement sur les enfants, qui ont été terrifiés en voyant des cadavres découpés en pièces par des tirs de drones. J'ai commencé mon activité en 2010. C'est à ce moment que j'ai rencontré pour la première fois une victime de drone. Et cet homme est devenu mon client. Il avait perdu son fils et son frère. Après cela, plusieurs familles m'ont contacté pour agir également en justice. À l'heure actuelle, les victimes civiles innocentes se chiffrent par centaines. Toutes les familles veulent que justice leur soit rendue. L'État pakistanais ne protège pas les citoyens contre les frappes américaines de drones, alors qu'il en a le devoir. Nous dénonçons cet état de fait et souhaitons que le gouvernement pakistanais joue la transparence et s'explique sur les raisons du non-respect du droit à la vie des citoyens du Waziristan.
Pendant ma formation, j'ai dit au commandant que ce serait au-dessus de mes forces de tirer sur des gens et de les tuer. Il m'a répondu, « Tu as prêté serment, tu dois honorer tes obligations. » Et je l'ai cru. J'ai cru que je n'avais pas le choix. À quoi ressemblait le quotidien dans ce boulot? Les gens pensaient que c'était comme actionner un interrupteur qui rythmait les phases de combat et les périodes de vie civile. Mais même quand j'avais débauché, j'avais toujours la tête au combat. Mon syndrome de stress post-traumatique a commencé à se manifester par un besoin maniaque de faire du zèle. Je participais à plus de missions que mes collègues, parce que j'éprouvais un sentiment de culpabilité que je compensais en endossant de nouvelles responsabilités. Si un pilote avait un cas de conscience ou des scrupules, ses supérieurs lui disaient « Ferme-la et bosse, fais ton boulot et arrête de râler ». Si on voulait voir un thérapeute, on nous disait « Si tu fais ça, tu vas perdre ton habilitation de sécurité ». Cela faisait peur à pas mal de pilotes. Par contre, on pouvait aller voir un aumônier, mais il nous donnait une réponse d'ordre général du genre « Cela fait partie du dessein de Dieu ». Ça, c'est la combinaison de vol standard de l'armée de l'air, personnalisée avec les écussons spécifiques. Ici, vous voyez l'écusson de l'escadron sur la manche droite. Et là, celui du commandement des combats aériens. Ceux qui avaient une combinaison comme celle-ci faisaient partie de l'élite. Ils étaient à l'avant-garde des opérations. Ça fait 2 ans que je ne l'avais pas sortie de là. Qu'est-ce qu'elle pue! Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Je n'avais jamais entendu parler de la base de l'armée de l'air de Creech. Je n'avais même pas 20 ans quand je me suis engagé. Tout était nouveau pour moi et je trouvais que c'était le truc le plus cool du monde. C'était comme jouer aux jeux vidéo toute la journée. La réalité m'a rattrapé le jour où j'ai réalisé que je serais amené à tuer quelqu'un. Dans la salle de commande, il y avait une photo des attentats du 11 septembre, quand le 2e avion a percuté la tour. C'était une façon de nous donner la rage nécessaire pour faire le sale boulot. On se disait, ces types doivent crever, ils méritent la mort. Et c'était à nous de faire le boulot. En faisant la route pour rentrer chez moi, j'ai longé le cimetière et j'ai vu qu'à côté de la tombe de mon frère, ils étaient en train de creuser une nouvelle tombe. Ça m'a bouleversé. Je me suis demandé ce qui s'était passé et qui était mort dans notre famille. Quand les drones ont attaqué, j'étais en train de travailler dans les champs. Tout le monde criait et pleurait. Ma mère était dans le jardin en train de ramasser des légumes quand les drones ont tiré sur elle.
Les enfants ont été blessés pendant la deuxième attaque. Un éclat de missile m'a blessé à la jambe. J'ai été transporté à l'hôpital. Ce n'est que le soir, en rentrant de l'hôpital, que j'ai appris que notre grand-mère avait été tuée. Ça a été une journée horrible. J'avais l'impression que c'était la fin du monde. Je me demande souvent pourquoi ils nous tuent, nous les innocents. Tout a changé. Les enfants ne vont plus à l'école et ne s'amusent plus. On my mark, 3, 2, 1. L'univers de la guerre et celui des jeux vidéo ont toujours été liés. On constate actuellement que l'armée emprunte des outils à l'univers des jeux vidéo pour être plus performante. L'armée a investi pour développer des jeux vidéo qu'elle utilise comme outil de recrutement. Comment trouvons-nous les opérateurs de nos R-18 ? Difficile à dire. Si vous pouvez répondre à cette question, vous ferez gagner beaucoup d'argent à l'armée de l'air. Nous essayons d'établir les critères qui définissent les meilleurs candidats pour piloter les drones et de les repérer très tôt. Les joueurs de jeux vidéo possèdent des compétences qui complètent celles des opérateurs de drones. Quand j'en parle, j'emploie cette image. Ce ne sont plus des pilotes de Top Gun qu'il nous faut, mais des petits génies de la technologie. Les jeunes qu'on incite à intégrer l'univers des drones constituent un groupe à part. Au sein des forces armées, il existe ce qu'on appelle la philosophie du guerrier. Mais celle-ci ne s'applique plus lorsque les pilotes de drones exécutent des tirs avec un sentiment d'invulnérabilité totale. À mon sens, la distance physique qui sépare l'opérateur de sa cible amplifie le phénomène. La distinction qui existe entre tuer pour l'État selon la théorie de la guerre juste et tuer pour l'État en se sentant invulnérable équivaut à la différence entre tuer dans le cadre de la loi et commettre un assassinat. À partir de quand cesse-t-on d'être des guerriers pour devenir des assassins au service de l'État? Bienvenue au pays. Bienvenue au pays. Les hommes politiques veulent pouvoir mener une guerre plus propre. Une guerre dont ils n'auront pas forcément à répondre au plan politique et qui n'implique pas d'envoyer leurs propres citoyens en première ligne. Bref, une guerre à distance. Plus on est éloigné de sa victime, plus on est susceptible d'agir avec cruauté. Les psychologues ont démontré ce phénomène au cours d'expériences qui remontent à plusieurs décennies. On sait que la distance crée l'indifférence. Je pense que cet élément, la psychologie de la distance, n'est pas suffisamment prise en compte en ce qui concerne les frappes de drones.
guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. I am annoyed at the propaganda coming out of Baghdad about targeting civilians. This has been fantastically accurate. Either you're with us or you're with the enemy. This is a targeted, focused effort against Al-Qaeda and their affiliates. La guerre est une activité incroyablement lucrative. Les entrepreneurs du secteur de la défense jouent un rôle considérable à cet égard. Dans chaque pays, il n'en existe que quelques-uns, étroitement liés à leur gouvernement. Certains de ces entrepreneurs possèdent les droits de propriété intellectuelle de certains jeux vidéo de guerre. Dans leur stratégie de vente, ils tentent en fait de banaliser dans l'inconscient collectif l'utilisation des drones. Nous voulons dire au monde que nous sommes innocents. On nous traite de façon cruelle et on assassine nos enfants. Il ne fait aucun doute que les agissements des Américains au Waziristan sont criminels et illégaux. Nous devons dénoncer ces faits. J'aimerais que vous nous invitiez, moi et Amran, dans votre village. Mais pour cela, les gouvernements pakistanais et américains doivent nous assurer qu'ils ne nous tueront pas. Je pense que nous devrions organiser une marche, soit à Islamabad, soit à Peshawar. Je me méfie toujours quand mon gouvernement ou celui d'un autre pays affirme que les médias et moi-même ne comprenons pas ce qu'ils s'apprêtent à faire. Il faut établir la vérité sur la situation au Waziristan et la faire connaître au grand public. À ce jour, près de 3000 personnes ont été tuées. Nous allons essayer de donner un visage au plus grand nombre de victimes possible et de saisir la justice chaque fois que nous le pourrons. C'est encore Yura qui coordonne ces actions. Je vous suggère de prendre en photo quelques enfants de vos villages et de mettre ces photos sur les toits de vos maisons. Ainsi, quand les drones américains survoleront les villages avec leurs caméras, ils verront les enfants qu'ils s'apprêtent à tuer. Au lieu de voir simplement des maisons poussiéreuses, ils verront des enfants. J'avais l'impression de détenir le pouvoir, de maîtriser parfaitement la situation quand j'avais ces salopards dans mon viseur. Je pouvais les abattre sur le champ. C'était si simple. C'était trop simple. On ne savait jamais qui on tuait parce qu'on ne voyait jamais un visage. Seulement une silhouette. Dans ces conditions, c'est facile de ne pas avoir d'empathie pour la vie humaine. C'est facile de penser que ce ne sont pas des hommes.
mais des terroristes. Chaque matin, j'enfilais mon uniforme et c'était parti. Mes supérieurs me donnaient les objectifs de tir. Mais ce n'était pas eux qui tiraient et devaient ensuite porter le fardeau de ces morts. C'était moi. C'est toujours le pilote qui a les morts sur la conscience. Les supérieurs ont beau jeu de dire « c'est lui, descends-le ». Mais ils n'appuient pas sur le bouton, et si ce n'est pas le bon type qui a été abattu, ils ne vivent pas avec les conséquences de leurs actes. En attendant, on a rendu des enfants orphelins. Mes supérieurs ne vivent pas avec ce sentiment de culpabilité. Mais moi, oui. Au bout du compte, nous sommes des voyeurs. Quand j'observe une personne là-bas, elle est loin de s'en douter. Personne ne peut nous attraper. Et nous recevons l'ordre d'ôter la vie à ces gens. Au début, je ne réalisais pas vraiment ce que cela signifiait, tuer des gens. C'était horrible. On était en train d'observer ces silhouettes, ces gens. Et presque instantanément, on a reçu l'ordre d'un supérieur. Armes confirmées, ligne 9, autorisé à tirer. On a déclenché le missile. Et l'observateur de la sécurité a compté à rebours jusqu'à 0. Puis il a dit « Splash !» J'ai vu cet homme se vider de son sang. Le missile lui avait arraché une jambe, juste au-dessus du genou. Je l'ai vu perdre son sang, qui s'écoulait de l'artère fémorale, et rouler sur le sol. J'ai imaginé ses derniers instants. Je ne savais plus quoi penser. Je savais simplement que j'avais mis fin à une vie, alors que je n'en avais pas le droit. Mais j'avais prêté serment. J'ai fait ce qu'on m'avait ordonné de faire. Je devais en assumer les conséquences. L'image que j'avais de moi-même a commencé à se craqueler et à se disloquer. L'observateur de la sécurité a rigolé et m'a tapé dans le dos en disant « Tu aurais dû voir comme tu as sauté en l'air quand j'ai dit splash ». Et il s'est marré, comme si c'était la meilleure blague du monde. Tout le monde s'est serré la main et s'est tapé dans le dos, même ceux qui n'avaient pas directement participé à la mission. Tout le monde s'est félicité pour ce travail rondement mené. Dès que j'ai pu, j'ai quitté la salle de commande. J'ai couru jusqu'à ma voiture et j'ai pris la bretelle de sortie de l'autoroute jusqu'à ce que j'arrive à un croisement où j'ai dû m'arrêter à cause d'un feu rouge. Ce feu n'est jamais passé au vert. Il est resté bloqué au rouge. Je me souviens d'avoir vu sur la route le reflet des autres feux qui passaient au vert, mais celui où j'étais arrêté restait désespérément rouge. Je me suis senti coincé. Pris au piège. Et je ne pouvais pas m'échapper.
Je vais sur les lieux des tirs de drones et je rassemble des preuves pour informer le monde entier de ce qui se passe. J'ai vu des gens terrifiés qui recherchaient leurs proches, des mères en pleurs qui criaient au désespoir. Beaucoup de gens sont devenus malades psychiquement. Les attaques surviennent à tout moment et en tout lieu. Pendant les jirgas, nos assemblées politiques, dans les écoles, les magasins, aucun endroit n'est épargné par les tirs des drones. En août 2010, une terrible attaque a eu lieu pendant la nuit. Des enfants et leurs parents ont été tués et on a découvert leurs corps le lendemain matin. Je n'oublierai jamais cette scène. 3 enfants avaient survécu. La violence de l'impact les avait projetés au loin. Le pire dans cette attaque, à mon sens, c'est que ces enfants ont reconnu leur frère parmi les victimes. Ils ont dit « lui, c'est un de mes frères, et lui, c'est mon autre frère ». Mais ils n'ont pas reconnu leur mère et leur père, car voici tout ce qui restait d'eux. Les enfants n'ont pas compris que leurs parents avaient été tués. Ils se sont mis à pleurer en criant « Je veux voir ma mère et mon père ». Même quand je dors, j'entends encore les cris de désespoir de ces enfants. La plupart des Occidentaux me demandent combien de civils ont été tués. Or, on peut dire que toutes les victimes sont des civils. Car qu'est-ce qui prouve que ce sont des militants? En Occident, la justice se fonde sur la présomption d'innocence. Les prévenus sont présumés innocents jusqu'à ce qu'on prouve leur culpabilité. Au Waziristan, c'est l'inverse. Les prévenus sont présumés coupables. La CIA n'intervient pas au Congrès en disant « Voici la liste des personnes que nous avons exécutées et celle des personnes que nous n'avons pas exécutées ». Ce ne sont pas des opérations dont ils ont à répondre. Je veux m'assurer que les gens comprennent que les drones n'ont pas provoqué un grand nombre de victimes civiles. Pour la plupart, il s'agissait de frappes de précision contre Al-Qaïda et ses groupes affiliés. Beaucoup de civils innocents sont tués. Du coup, nous favorisons le recrutement d'hommes pour le compte de groupes comme Lashkar-e-Taiba, Al-Qaïda, etc. Expliquez-moi comment on peut gagner si à chaque fois qu'on tue 4 ennemis, on en crée 10 autres. La précision chirurgicale de cette arme et sa capacité, à la manière d'un laser, à éliminer la tumeur cancéreuse que représente un terroriste d'Al-Qaïda, tout en limitant les dommages du tissu autour d'elle, en fait un outil majeur contre le terrorisme. Peu importe la précision de votre arme si les renseignements dont vous disposez sont erronés. Or, c'est ce qui se passe. Dans 40% des cas, ces renseignements sont inexacts. Quelle que soit la précision de l'arme, vous avez tué des innocents. Si vous êtes en compagnie d'un terroriste lorsque celui-ci est tué, vous êtes présumé en être un aussi, même si on ignore qui vous êtes, n'est-ce pas? Est-ce une des raisons pour lesquelles vous établissez ces liens? Je n'ai pas... Je ne vais pas entrer dans les détails du processus au cours duquel ces décisions sont prises. Les caractéristiques d'un État de droit sont la transparence et l'obligation de rendre compte de son action. Or, le gouvernement est loin d'assurer une transparence digne de ce nom et n'a rendu aucun compte à ce jour.
La majorité des frappes secrètes de drones, on l'a compris, ont été menées par la CIA, l'organe de renseignement américain le plus impénétrable qui soit, protégé par un abondant corpus législatif. Les citoyens ne sont pas censés être au courant des affaires qui sont du ressort de la CIA. La décision de confier le programme américain de drones à cet organe de renseignement exonéré de l'obligation de rendre des comptes constitue un obstacle décisif à la transparence. Mais les États-Unis travaillent en ce moment activement à transférer la technologie relative aux drones de la CIA vers le ministère de la Défense. Cette vérité dissimule un mensonge. En fait, c'est toujours l'armée de l'air qui a exécuté ces missions. La CIA est peut-être le client, mais c'est l'armée de l'air qui a toujours mené ces missions. Le 17e escadron, c'est leur botte secrète. Ses membres ne lâchent aucune info sur leurs activités ultra-secrètes. Le 17e escadron est sur la zone 51, une base ultra-secrète. Il est bien connu que la CIA supervise les missions de cet escadron. Juste avant que je quitte la base de Creech, ils étaient en train de clôturer la zone. Maintenant, on ne voit même plus le portail d'entrée, ni le parking. C'en est arrivé au point où on ne sait même plus qui est sur cette base. Les gars se vantaient en disant qu'ils menaient des missions ultra secrètes et qu'ils tuaient des terroristes. L'étiquette CIA, c'était une simple excuse pour ne pas avoir à lâcher des informations. Ça a toujours été comme ça. Rien ne va changer. Du moins, rien de visible pour les citoyens. C'est un secret qui affleure depuis longtemps, mais personne n'a vraiment posé la question évidente de savoir qui pilote les drones. Aujourd'hui, on sait que c'est l'armée conventionnelle, les forces aériennes américaines, qui ont toujours piloté les drones de la CIA. En quoi est-ce que c'est important? La CIA est une agence civile de renseignement. Elle ne fait pas partie de l'armée. Les administrations Bush et Obama se sont servis de façon abusive, je dirais, de la nature civile de la CIA, pour s'en tirer à bon compte avec la guerre des drones, ce qu'elle n'aurait pas pu faire avec l'armée conventionnelle. Cela modifie de façon radicale notre façon d'appréhender la guerre des drones, tout en soulevant des questions de droit sur le recours par les États-Unis à des frappes secrètes au Pakistan et au Yémen. Il existe ce qu'on appelle le titre 50, le plus haut niveau de confidentialité qui puisse être attribué aux agents de la CIA. Ce titre met à l'abri des poursuites. Mais il soulève une vraie question, celle de la protection des militaires de l'armée de l'air contre les poursuites éventuelles pour crimes de guerre. Question qui en amène bien d'autres, notamment sur la façon dont les tirs de drones sont menés. De nombreux acteurs interviennent en la matière. L'armée de l'air pilote les drones et la CIA est responsable des frappes. La société CENTCOM participe au déclenchement des tirs. L'Agence nationale de la sécurité fournit des renseignements en vue des frappes et l'Agence nationale de renseignement géospatial réalise la cartographie. Enfin, le président américain signe en personne des listes de personnes à abattre. Au cours de la dernière décennie, tout l'appareil gouvernemental américain a été mis au service des frappes ciblées. Ce n'est pas la CIA. Ce sont les États-Unis, au sens large, qui en sont responsables. Voilà la vérité. Les États-Unis doivent rester la référence en matière de respect du droit dans la conduite de la guerre. C'est ce qui nous distingue de ceux que nous combattons.
Imran Khan, le dirigeant de l'opposition, a lancé un meeting contre les drones américains avec des centaines de partisans à Islamabad. Des Américains et des Britanniques les ont rejoints. Les militants pour la paix espèrent mener ce meeting au cœur du Waziristan du Sud. J'avais un objectif très précis. Faire venir autant de militants et de défenseurs des droits de l'homme que possible et les raccompagner en toute sécurité. Mon but était avant tout d'attirer l'attention à plus grande échelle sur la question des victimes civiles et d'informer le public. Les autorités essaient de nous dissuader de poursuivre notre action en disant qu'elle est dangereuse. Mais en réalité, elles craignent l'impact que peut avoir notre action. Et c'est tout. Que pensez-vous de cette campagne? C'est formidable d'être ici avec tous ceux qui se sont mobilisés. Le plus important, c'est vous, les médias. Car le but de ce rassemblement est d'informer le reste du monde sur les événements qui ont lieu au Waziristan. वज़ीरिस्तान, क्या आप तैयार हैं? ये मर्द मुजाहिद सामने आया। Retrieve Clive Stafford Smith. Thank you. And let me first say, until America sees your children as they see my children, we will never get justice in the world. No more drones. No more drones. Ces 2 derniers jours ont été intenses, car notre action a provoqué un débat dans le monde entier. Les frappes ciblent une région inaccessible. Le New York Times publie un article explosif sur les listes de personnes à abattre validées par Barack Obama. Beaucoup de morts, mais les victimes innocentes, personne n'en parle. Le recours aux drones porte atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Pakistan. Des frappes ne peuvent être menées dans le cadre d'un conflit armé qui n'est pas international. Tuer des civils innocents non armés constitue une violation du droit international. Je ne bénéficie d'aucune protection. Si quelqu'un décidait de m'attaquer sur le terrain du crime de guerre, il pourrait le faire facilement, car je suis le seul à avoir reconnu mes actes. Tout d'abord, comment peut-on assurer la transparence? Nous devons comprendre la raison pour laquelle ces gens ont été tués. Au moins dans les affaires que nous traitons, les États-Unis doivent expliquer ce qui a mal tourné. Les uns après les autres, les gouvernements ont appelé à plus de transparence dans leurs déclarations devant l'Assemblée générale des Nations unies. Cela ne s'était jamais produit auparavant. Quant aux États-Unis, ils n'ont fait aucune déclaration officielle au sujet de la plupart des frappes. Mesdames et messieurs, la parole est à Brandon Bryant, ancien opérateur de drones. Merci, mesdames et messieurs, de me donner la parole au cours de ce débat très important. En tant qu'ancien opérateur de drones, je suis préoccupé par la façon dont fonctionne la communauté des drones. À mon avis, des enquêtes indépendantes devraient être menées et la transparence devrait être faite sur l'utilisation responsable de tout système d'armement capable de tuer un être humain. Il faut une raison non négligeable pour supprimer une vie humaine. Et à mon sens, cette question mérite une étude très objective. Merci. J'espère que mon témoignage obligera notre gouvernement et les responsables du programme de drones à rendre des comptes.
Ce n'est pas parce qu'il s'agit de la CIA qu'elle peut s'affranchir de toute transparence. Cet argument ne vaut pas un clou. Today, the most unlikely of sights, a Pakistani family victims of a drone attack arriving on Capitol Hill. Depuis quelque temps, nous essayons de faire venir aux États-Unis des victimes civiles de frappes de drones. C'est important, car elles représentent beaucoup de personnes comme elles, qui pourront faire entendre leur voix. Je n'aime plus les ciels bleus, je préfère les ciels gris. Les drones ne volent pas quand le ciel est gris, et pendant un instant, le stress et la peur s'atténuent. Mais quand le ciel s'éclaircit, les drones reviennent, et avec eux, la peur. La Haute Cour de justice de Peshawar a affirmé clairement que les attaques de drones violaient le droit pakistanais et le droit international. Si après un premier avertissement, les États-Unis poursuivent leurs frappes, l'armée pakistanaise aura le droit d'abattre ces drones. Dans le jugement qu'elle a rendu, la Haute Cour de justice de Peshawar déclare que les frappes de drones sont illégales. Elles constituent une violation de la souveraineté du Pakistan et du droit international. Le Premier ministre est désormais tenu de demander aux Américains de cesser les tirs et, s'ils ne s'exécutent pas, de faire procéder à la destruction en vol des drones. S'ils n'obtempèrent pas, nous l'assignerons en justice. Il est tout à fait déplorable que les exécutions extrajudiciaires deviennent la norme. Je ne me vois pas vivre dans un tel monde. Mais il semble que l'on se dirige vers ce monde où l'état de droit importe peu et où les puissants exécutent les gens selon leur bon vouloir. Si le droit existe pour restreindre un pouvoir sans entrave, la vraie question pour nous n'est pas de savoir si les frappes américaines ciblées sont légales, mais plutôt si nous voulons vivre dans un monde où le gouvernement américain peut justifier à sa guise les homicides perpétrés en son nom. Merci beaucoup. Les États-Unis, qui sont la plus grande puissance du monde et défendent depuis toujours les droits de l'homme, violent l'un des droits les plus fondamentaux, le droit à la vie. Ce faisant, ils se prévalent d'un pouvoir dangereux qui déstabilise le cadre juridique international. Les règles doivent être les mêmes pour tous. Si nous faisons une exception pour les États-Unis, alors ils devront comprendre que d'autres réclameront le même avantage dans d'autres parties du monde au détriment des droits de l'homme. La diffusion de cette technologie est inquiétante. Toutes les technologies de guerre finissent à terme par être adoptées par l'ennemi. Devrais-je dire que ce n'est qu'une question de temps avant qu'un drone ennemi survole la ville de New York, et notamment Manhattan? D'après mes calculs, à l'heure actuelle, 87 pays possèdent des drones. On a parlé de phénomène américain, mais si 87 pays en possèdent, ce n'est plus seulement américain. Le revêtement est une carte maîtresse pour l'efficacité du neurone. La mise en œuvre des drones a fait beaucoup de bruit au cours des 10 dernières années. Et pourtant, ce n'est que le début. La décision la plus grave que peut prendre un gouvernement, c'est d'entrer en guerre. Aujourd'hui, on dispose d'une technologie qui permet de faire la guerre sans avoir à se préoccuper des conséquences politiques si des vies civiles sont mises en danger. C'est fantastique à petite échelle, mais à grande échelle, cela pourrait changer la façon dont les responsables politiques envisagent la guerre et ses modalités. Le risque est très grand d'ébranler l'ensemble du système, ce qui favoriserait non seulement la guerre, mais aussi une situation de guerre permanente, sans frontières géographiques, avec toutes les répercussions que cela comporte. Les États-Unis sont devenus un État de sécurité nationale
dont la raison d'être est la guerre. On a créé le complexe industriel terroriste qui s'auto-entretient. Désormais, si on cherche la raison de cet état de guerre permanent, le terrorisme est une justification parfaite pour nous. On peut s'en prévaloir à jamais. Clive, look over ahead of you. That's the drone! Well, look at that. What's that? Nous avons œuvré pendant des siècles pour tenter d'instaurer un état de droit. Le danger est bien réel. Nous entrons dans l'ère des drones et c'est un cauchemar exponentiel. Nous avançons tels des somnambules, sans voir ce qui se passe. On a l'impression d'être dans un mauvais roman de science-fiction. On veut déshumaniser la guerre en créant des robots qui font le boulot à la place des hommes. Si on supprime le facteur humain de la guerre, qu'est-ce qui nous empêche d'envoyer une troupe de robots dans un autre pays pour massacrer toute la population? C'est ce qu'imaginaient les écrivains d'anticipation au début du XXe siècle. Et aujourd'hui, cette réalité est en marche.